Avant de parler des principaux accès à la formation professionnelle, j'aimerais rappeler l'importance de la formation professionnelle. Les gens l'ignorent peut-être, mais c'est la CFTC qui a introduit la notion de formation continue pour le salarié dès 1934. Alors c'est vieux, c'est de l'histoire. Et la première loi sur la formation professionnelle date de 1971. Les trois principaux dispositifs de formation professionnelle, je dirais tout d'abord, à l'initiative de l'employeur, je dirais c'est ce qu'on appelle le plan de formation de l'entreprise, qui regroupe l'intégralité des actions de formation que l'employeur se propose de mettre en œuvre au sein de l'entreprise pour l'ensemble des salariés. Le deuxième accès à la formation professionnelle, c'est un accès à l'initiative du salarié, c'est ce qu'on appelle le congé individuel de formation, et qui va permettre aux salariés de développer un projet, très souvent de réorientation professionnelle. Le troisième dispositif de formation, c'est le fameux CPF, le compte personnel de formation, qui va permettre à chacun de pouvoir avoir accès à des formations suite à l'acquisition d'un crédit horaire. Les différences entre le CPF aujourd'hui et l'ancien DIF, j'y vois 4 grandes différences. La première, c'est qu'autrefois, le DIF n'était absolument pas financé. Il n'y avait pas d'enveloppe dédiée spécifiquement au DIF, et donc il y avait une certaine forme de bricolage financier pour pouvoir avoir accès au DIF, ce qui veut dire que très souvent les employeurs refusaient. Alors que pour le CPF, on a une enveloppe de 0,2% de la masse salariale qui est exclusivement dédiée au CPF. Ça, c'est la première différence. La deuxième, c'est que le DIF s'adressait aux salariés. Le CPF est un dispositif universel et entièrement transférable. Il est attaché à la personne et non pas au statut de salarié. Troisième différence, c'est que avec le DIF, on pouvait faire toutes les formations qu'on voulait, alors que dans un contexte de raréfaction des ressources, des finances, du financement de la formation professionnelle, les partenaires sociaux ont axé le CPF sur des formations qualifiantes. La quatrième différence entre le DIF et le CPF, c'est que le DIF restait limité à 120 heures. Avec le CPF, cela est différent. Il s'agit d'un droit rechargeable, c'est-à-dire que plus je l'utilise, plus ce droit se recharge rapidement et j'ai donc intérêt à me former. Pour mettre en œuvre son CPF, il va falloir aller sur le site dédié et ouvrir son propre compte et ensuite choisir la formation qu'on veut suivre. Il y a 2 possibilités, soit on fait cette formation hors temps de travail et dans ce cas-là, il n'y a aucune demande à faire, à formuler auprès de son employeur et la prise en charge se fait directement par l'OPCA, l'organisme paritaire collecteur agréé. Ça veut dire que dorénavant, tout salarié, a fortiori tout délégué syndical, devrait connaître de quel OPCA il relève. Ou alors on peut mettre en œuvre le CPF pendant le temps de travail, mais auquel cas il faut absolument l'accord de son employeur, qui peut bien sûr refuser, sauf dans 3 cas. Premièrement, les formations qu'on appelle socles de compétences. Il s'agit de formations vraiment de base pour lesquelles on considère que si le salarié n'a pas ces formations, il est lourdement handicapé sur le marché du travail. C'est savoir lire, savoir écrire, savoir compter, voilà. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on va utiliser son CPF dans le cadre d'un accompagnement en VAE, en validation des acquis de l'expérience. Troisième cas, lorsqu'on met en œuvre son CPF dans le cadre de ce que l'on appelle un abondement correctif. Depuis le 5 mars 2014, tout salarié bénéficie d'un entretien professionnel. Un entretien professionnel qui doit avoir lieu tous les 2 ans et qui ne se confond absolument pas avec tous les autres entretiens pouvant exister éventuellement dans l'entreprise, notamment les entretiens d'évaluation. C'est un entretien qui a pour but d'envisager les perspectives d'évolution au sein de l'entreprise et également c'est le moment privilégié pour parler de formation. Or, cet entretien, tous les 6 ans, prendra le nom de bilan récapitulatif. Et
Lors de ce bilan récapitulatif, on vérifiera 3 critères. Sur le temps passé, sur les 6 années passées, on regardera si le salarié a bénéficié d'une formation, s'il a reçu une qualification ou une certification, ou s'il a eu une évolution salariale et ou professionnelle. Or, l'entreprise qui ne pourra pas aligner au moins 2 critères sur les 3 pour un salarié se verra pénalisée d'un abondement correctif de 100 heures pour un temps complet, 130 heures pour un temps partiel, sur le compte du salarié. Et ces heures, dites abondement correctif, sont opposables sur le temps de travail, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en œuvre sur le temps de travail sans que l'employeur puisse s'y opposer. On retrouve la liste des formations éligibles sur son propre compte, avec des formations décidées à l'échelon national, des formations décidées par les partenaires sociaux de la branche, liées à son propre métier, et des formations décidées à l'échelon régional pour tenir compte des besoins du territoire. On a vu que le CPF remplace quelque part le DIF. Les heures qu'on avait acquises au titre du DIF, heureusement, ne sont pas perdues. On peut les utiliser dans le cadre d'une formation éligible au CPF jusqu'au 31 décembre 2020. Le fait de ne pas faire bénéficier ces salariés de formation est considéré de plus en plus comme un manquement de l'employeur par rapport à son obligation. Et il y a des jugements qui vont dans ce sens de plus en plus nombreux. Pour les formations dites d'adaptation, qui correspondent à l'obligation de l'employeur de former, de maintenir les capacités du salarié à occuper un emploi, il n'y a pas une obligation ou un impact sur la rémunération. En revanche, pour les formations du plan de formation dites développement des compétences, elles doivent normalement donner lieu à une reconnaissance de l'entreprise. Cette reconnaissance peut être une rémunération, une augmentation de salaire, mais en tout état de cause, celle-ci doit être contractualisée avant le départ en formation. Si vous voulez aller plus loin sur la formation professionnelle, n'hésitez pas à vous adresser à votre fédération. Et bien évidemment, je reste à votre entière disposition pour toute question relevant des dispositifs de formation professionnelle.